Le 14 février 2001 à Oklahoma City, alors que c'est le jour de la Saint-Valentin, le 911 reçoit l'appel glaçant du docteur John Hamilton. L'homme est complètement affolé, il rentre du travail et vient de retrouver sa femme, Suzanne, allongée sur le sol de la salle de bain. Les marques qu'elle a autour du cou, les giclures de sang, les morceaux de cervelle disséminés sur le sol et les murs laissent penser que la femme a été étranglée et battue à mort. Elle est inanimée et a le crâne complètement fracassé. Dans une dernière tentative désespérée, John entame un massage cardiaque en attendant les secours. Qui a pu attaquer Suzanne Hamilton de façon aussi brutale et sauvage? Suzanne, cette femme, si respectée et appréciée dans la communauté d'Oklahoma City. Nous allons mener l'enquête. Bonjour à tous, ici Morgiane, j'espère que vous vous portez bien. Notre affaire du jour commence par l'histoire idyllique entre deux personnes qui, aux yeux de tous, forment le couple parfait, Suzanne et John Hamilton. Suzanne et John se rencontrent en 1985 lors de la fête d'anniversaire d'un ami en commun. Tous deux sont alors fraîchement divorcés. Suzanne Shibley a 2 enfants d'un précédent mariage avec un certain Dick Horton. John, de son côté, a aussi 2 enfants d'une précédente union. Suzanne est une jolie femme brune au teint hâlé. Elle est décrite comme une personne souriante, extravertie et qui respire la joie de vivre. Dès la première rencontre entre Suzanne et John, ça colle directement entre eux et 2 ans plus tard, ils se disent oui pour la vie dans le Country Club d'Oklahoma City. Le couple s'installe donc dans la ville d'Oklahoma City, située dans l'état, je vous le donne en mille, d'Oklahoma, où ils achètent une belle maison au 3056 Brush Creek Road dans le très chic quartier de Cale Creek. En plus de son activité de gynécologie-obstétrie, le docteur John Hamilton travaille aussi en parallèle dans une clinique d'avortement. Suzanne y travaille aux côtés de son mari 2 jours par semaine et elle est aussi auxiliaire médicale à l'Oklahoma City Clinic for Women, une clinique qui appartient à son mari chirurgien. Après plusieurs années de mariage, le couple est plus soudé que jamais. Suzanne est une épouse épanouie aux côtés de son mari John, dont les affaires fonctionnent très bien. Ils font partie de la haute société. Le couple est fortuné, John offre régulièrement à Suzanne des cadeaux d'exception, des voyages incroyables au bout du monde. Le jour de leur mariage, il la surprendra même en lui offrant une Porsche. Autant dire que le docteur Hamilton ne regarde pas à la dépense quand il s'agit de gâter sa belle épouse. Nous sommes le 14 février 2001. Suzanne a 55 ans et John 53. Le couple est alors marié depuis 14 ans déjà. La journée commence tôt pour le docteur Hamilton. Il part au travail à 7 heures du matin. Entre 2 opérations chirurgicales à l'hôpital Mercy d'Oklahoma City, tradition oblige, il profite de la pause à 9 heures pour se rendre à son domicile et y déposer une carte de Saint-Valentin, des fleurs, une boîte de chocolat et un ours en peluche pour sa femme. Il a à peine le temps de déposer ses petites attentions destinées à Suzanne qu'il doit repartir au travail, opérer une patiente d'une tumeur, une opération qui se déroulera bien. En soi, c'est plutôt mignon qu'il pense à revenir chez lui juste pour déposer des cadeaux pour sa femme et peut-être aussi faire quelque chose d'autre, on le verra par la suite. De retour du boulot, quelques heures plus tard, entre 10h45 et 11h, John arrive devant chez lui. Il trouve la porte de la maison grande ouverte. En soi, c'est bizarre. Il appelle Suzanne plusieurs fois, mais celle-ci ne répond pas. Il parcourt les différentes pièces à sa recherche, et là, arrivé à la salle de bain, il découvre une scène d'horreur. Le corps de sa femme, dénudé, gît sur le sol dans une énorme flaque de sang.
Sa boîte crânienne a été littéralement fracassée, des bouts de cervelle sont disséminés çà et là dans la salle de bain, témoins de la violence des coups subis par Suzanne. Son visage est méconnaissable et il y a 2 cravates fermement nouées autour de son cou. John se précipite vers son épouse. Il tâte son bras, son cou à la recherche d'un pouls, mais rien. Il est évident que Suzanne est morte. Il se précipite sur le téléphone pour appeler les secours. L'opérateur au bout du fil lui indique de continuer à faire une réanimation cardio-respiratoire, c'est-à-dire un massage cardiaque et du bouche à bouche, et John s'exécute. S'il y a une dernière petite chance de sauver la femme de sa vie, il n'a rien à perdre. Voici un extrait de son appel au 911. Problem there. Why, my wife? My wife's bleeding all over the place. Look, I don't know. She Sir, I looks like need- somebody's sir. hurt her. Please help. Sir, I've got help on the way now. I need you to calm down so we can help your wife, Please. okay? No, listen, I'm a doctor. I've been trying CPR. Please send somebody Okay. quick. Is she not breathing? No, she's not breathing. I don't get pulse. Please. Okay. Hurry. You're doing CPR on her? Yes, I'm trying. Yeah, I'm going to hang up so I can All continue, right. please. We'll be right there. Okay. Les secours arrivent et ce que craignait John est bien vrai, Suzanne est morte. Il semblerait qu'elle ait été étranglée et battue à mort avec un objet tranchant. Au vu de la violence de la scène de crime, on peut déduire que le tueur ne lui a laissé aucune chance. La maison devient une scène de crime, les habitants du quartier de Cale Creek voient alors les policiers arriver et dérouler le fameux ruban jaune tout autour de la maison des Hamilton. Ils comprennent alors qu'un terrible drame s'est produit en cette journée de Saint-Valentin, une journée qui promettait pourtant d'être si joyeuse. Les enquêteurs arrivés sur place font le tour de la maison. Ils ne notent aucun signe d'effraction, ce qui laisse supposer que Suzanne, connaissant son agresseur, l'a laissé entrer et qu'elle lui aurait donc ouvert la porte sans se méfier. L'arme du crime, un objet a priori contondant, n'a pas été retrouvée. Ils se renseignent sur la vie de Suzanne et John et alors plusieurs pistes s'offrent à eux. Le couple travaille quelques jours par semaine dans une clinique d'avortement. L'avortement étant très sujet à débat aux États-Unis, comme on a pu le voir ces dernières années dans l'actualité, la clinique est victime de menaces. Et régulièrement, des manifestations anti-avortement ont lieu devant la clinique et devant la maison des Hamilton. Une fois, ils ont même dû appeler la police pour disperser la foule amassée devant chez eux. Une semaine avant le meurtre de Suzanne, un flyer est laissé dans la boîte aux lettres à l'attention de John. Il est écrit « Une récompense au ciel sera accordée à quiconque contribuera à traduire ce meurtrier en justice ». John et Suzanne ont aussi reçu des appels téléphoniques menaçants cette semaine-là. Malgré tout, le couple Hamilton était bien décidé à ne pas céder à la peur. Suzanne était particulièrement sensible à la cause de la liberté des femmes et ne comptait pas se laisser impressionner. Il paraît aussi que les choses auraient mal tourné à plusieurs reprises par le passé. Il y a eu des tentatives d'incendie dans la clinique, des tentatives de vandalisme au domicile des Hamilton, des brochures anti-avortement distribuées au sein de leur quartier et même dans l'école de leurs enfants. Avec ces informations, une hypothèse émerge. Et si Suzanne avait été attaquée et tuée par un militant anti-avortement qui serait allé un peu trop loin ce jour-là? D'autant plus que l'Oklahoma est un État du sud des États-Unis, particulièrement conservateur. Les enquêteurs creusent la question, mais aucun des indices retrouvés sur les lieux du crime ne va dans ce sens. Cette hypothèse est abandonnée. Les autorités suspectent ensuite une intrusion dans le domicile par des cambrioleurs, mais même chose, ça ne mène à rien. Ils ne trouvent aucune trace d'effraction, aucun objet de valeur qui a été dérobé, rien ne laisse à penser que le crime ait été commis par des personnes extérieures à la famille Hamilton. On ne trouve aucune trace ADN inconnue dans la maison. En revanche, certains bijoux de Suzanne ont été déplacés des coffres à bijoux et cachés dans un tiroir à sous-vêtements, comme si quelqu'un les avait cachés là pour faire croire à un cambriolage, justement. On retrouve aussi un chiffon à côté de la tête de Suzanne, comme si le tueur avait voulu nettoyer la scène de crime, mais qu'il aurait finalement changé d'avis en plein milieu de sa manœuvre. Tous ces éléments rendent les policiers soupçonneux vers une seule et même personne, John Hamilton.
Il l'interroge sur sa version des faits et l'emmène au commissariat pour récupérer ses vêtements ensanglantés et pour recueillir sa déposition. Mais à leur grande surprise, John demande à parler à ses avocats et refuse de faire une déclaration précise à la police. Il a aussi un comportement très bizarre. Il n'arrête pas de regarder son épaule comme s'il cherchait à dissimuler quelque chose et il présente des égratignures suspectes sur les mains. Face à ces constatations, les policiers se tournent de plus en plus vers John et le pense vraiment coupable du meurtre de son épouse. Mais c'est une vague impression, comme une intuition, mais ils n'ont pas encore d'éléments concrets dans ce sens. Pourtant, John a un alibi. Il a passé sa matinée au bloc opératoire et il a juste, selon ses dires, fait une courte pause pour se rendre chez lui, déposer les cadeaux de Saint-Valentin et revenir à l'hôpital. Les enquêteurs s'intéressent alors à la chronologie des faits plus en détail. Ils découvrent que le matin du drame, la deuxième opération prévue à 9h a dû être décalée à 9h40, car John n'était pas encore revenu à l'hôpital. Imaginez, la patiente est anesthésiée sur la table d'opération, mais le chirurgien est introuvable. C'est la première fois que John est en retard et que tout le monde l'attend au bloc. En raison de ce retard, les policiers estiment qu'il aurait eu en fait 1 heure entière pour rentrer chez lui, tuer sa femme et revenir à l'hôpital pour suivre sa matinée de travail comme si de rien n'était. Au moment de la découverte du corps de Suzanne et à l'arrivée des secours, John porte à ce moment-là ses vêtements du matin. Un pantalon, une chemise, une veste de sport. Il n'a pas de cravate et ses vêtements sont imbibés du sang de sa femme. Entre-temps, c'est normal puisqu'il a essayé de la réanimer, donc c'est logique qu'il ait du sang sur lui. L'expert en taches de sang s'attarde aussi sur les chaussures de John. Il les a retrouvées dans la flaque de sang entourant Suzanne. John affirme qu'elles sont tombées de ses pieds quand il a tenté la réanimation, mais l'expert analyse les éclaboussures de sang sur les chaussures et découvre qu'elles ont une trajectoire qui laisse à penser que celui qui les portait était présent au moment où Suzanne était battue à mort. C'est lors d'une perquisition du domicile des Hamilton et de la Jaguar de John qu'ils mettent la main sur des éléments plus concrets. Ils trouvent dans la voiture du docteur un élément qui va les diriger encore plus vers ce suspect tout désigné, la carte de Saint-Valentin écrite par Suzanne pour John. Voilà ce qu'elle lui a écrit. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, alors je suppose que cela ne semble peut-être pas aussi approprié, mais je t'aime, passe une bonne journée, Suzanne. La tournure des phrases est un peu étrange. On a l'impression que Suzanne a acheté la carte de Saint-Valentin à l'avance et qu'ensuite il y aurait eu un événement. Quelque chose, peut-être une dispute ou une grave querelle, qui fait qu'elle juge que cette carte n'est finalement plus appropriée à leur relation actuelle. Alors, est-ce que le couple Hamilton était-il si parfait que ça? Le mariage de John et Suzanne était-il aussi exemplaire que leur entourage semble le décrire? Rien n'est sûr. Cette découverte laisse penser qu'il y a des secrets que les enquêteurs vont devoir déterrer. À ce stade de l'enquête, John est officiellement le principal suspect du meurtre de sa femme. D'ailleurs, pour rien arranger à sa situation, une amie de Suzanne annonce aux enquêteurs que le mariage des Hamilton était en train de se dégrader, si ce n'est de couler. Il y a quelque temps, Suzanne aurait découvert en épluchant les factures une 60aine d'appels sur le téléphone de John venant d'une autre femme. Suzanne a immédiatement accusé John de lui être infidèle. John a tenté de la rassurer en lui disant qu'il s'agit juste d'une patiente qui vit des moments difficiles et qui aurait tenté de sauter la vie et qu'elle se confie régulièrement à John par téléphone. Mais il ment et Suzanne découvre que cette mystérieuse interlocutrice, une certaine Nina, est une danseuse que John a rencontrée dans une boîte de nuit. Depuis ses suspicions, Suzanne n'est plus la même. Elle se sent trahie, d'après sa fille Angela Horton. Elle a perdu sa joie de vivre, mais elle est aussi furieuse. Elle aurait même confié à son amie et voisine, Suzanne Johnson, qu'elle songeait à divorcer, qu'elle a annoncé à John qu'il l'a très mal pris, disant que si elle le quitte, il n'arriverait jamais à vivre sans elle. Jusque-là, on a beaucoup de preuves circonstancielles, mais encore rien d'irréfutable. Alors les autorités s'attaquent à l'examen des taches de sang et vous le verrez dans cette affaire. Contrairement à d'habitude, il n'est pas question d'ADN, mais plutôt de projection de sang. On va vraiment se focaliser sur ça.
D'abord, à l'arrivée des secours, John leur dit avoir fait un massage cardiaque et du bouche à bouche pour tenter de sauver Suzanne. Or, même si les vêtements sont recouverts de sang de sa femme, son visage, lui, est intact. Pas une seule trace de sang. Et ça, c'est louche, puisque Suzanne a, je le rappelle, le crâne complètement fracassé, recouvert de sang. Donc si le docteur Hamilton avait bel et bien fait du bouche à bouche à sa femme pour essayer de la sauver, c'est logique qu'il aurait eu du sang sur la bouche et sur le visage. Mais là, ce n'est pas le cas. En soi, c'est pas une preuve de culpabilité, mais c'est une preuve qu'il a menti. Il n'a pas essayé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour sauver sa femme. Autre chose, quand les secours arrivent, John est en train de faire le massage cardiaque. Mais d'après le chef des pompiers, David Bradbury, la façon dont il s'y prend étonne tous les secouristes sur place. Il a une main sur la poitrine de sa femme, une main sur son abdomen, et ce n'est pas du tout la bonne technique. Quand même, le docteur Hamilton est un médecin. Il est censé connaître la technique pour faire un massage cardiaque correctement. Mais là, il le fait n'importe comment. Et pour les enquêteurs, soit John était paniqué au point d'en perdre ses moyens, soit il a volontairement fait n'importe quoi pour éviter, encore une fois, que Suzanne ne survive. Petit aparté, tant qu'on parle de massage cardiaque, de réanimation, ce sera la petite minute prévention. Formez-vous au premier secours, c'est important. Sachez que ce sont des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Vous pourrez regarder dans la barre d'infos, je vais vous mettre un petit lien vers une vidéo qui explique comment faire une réanimation. Ça prendra quelques minutes à regarder et ça peut sauver des vies, donc c'est tout bénef. Sur ce, revenons à notre affaire. Les policiers retrouvent aussi des cheveux, du sang et des bouts de chair de Suzanne sur le volant de la voiture de John, qui lui a une explication toute faite à ça. Il affirme avoir déplacé sa voiture après la découverte de son épouse pour faire de la place au véhicule des secours avant leur arrivée. Il pense vraiment à tout ce John, c'est complètement fou. Il est parfait même pour gérer la mort de sa femme, vous ne trouvez pas ? Plutôt que d'essayer de la sauver et de tout donner pour qu'elle survive, lui il se dit « Ah mince, les secours vont pas pouvoir se garer. Attends, j'arrête le massage cardiaque et hop, je vais déplacer la voiture pour leur faire de la place. » Bon, plus sérieusement, les enquêteurs ne sont pas dupes. Ils ne le croient pas, ils pensent plutôt qu'après le meurtre, John s'est précipité dans sa voiture avec l'arme du crime, qu'il a certainement balancée quelque part sur la route entre sa maison et l'hôpital, en retournant là-bas pour effectuer sa deuxième opération de la matinée. En tout cas, l'autopsie confirme que Suzanne a été étranglée par 2 cravates de son mari et que c'est les violents coups reçus à la tête avec un objet contondant qui l'ont achevée. Son visage a été claqué plusieurs fois sur le sol marbré de la salle de bain, d'où le fait que son visage était complètement fracassé et méconnaissable. Face à toutes ces petites preuves finalement accumulées à l'encontre de John, ce dernier est placé en détention provisoire sans caution pour éviter qu'il ne s'échappe. Il sera autorisé à assister aux funérailles de son épouse sous la supervision d'un adjoint du shérif. Lors du procès tenu la même année au mois de décembre, le docteur John Hamilton plaide non coupable. Il faut savoir qu'il y a vraiment à ce moment-là 2 clans qui s'affrontent. D'un côté, on retrouve tous ceux qui refusent de croire que le docteur Hamilton, un homme qui a beaucoup fait pour la communauté, puisse être un tueur de sang-froid. Parmi eux, de fidèles employés, des collègues, des patients du chirurgien, persuadés que l'homme n'aurait jamais été capable d'assassiner sa femme, puisque toute sa vie, il n'a fait que sauver des gens. Ils sont déterminés à croire qu'il s'agit d'une erreur judiciaire. De l'autre côté, on a ceux qui, en raison de toutes les preuves évidentes retrouvées sur la scène de crime, n'ont aucune hésitation quant à la culpabilité du chirurgien. Oui, le docteur Hamilton aimait sa femme, c'est indéniable. Mais c'est bien ça le problème, il l'aimait peut-être un peu trop, au point de la préférer morte de ses propres mains que vivante auprès d'un autre. Il refusait catégoriquement d'être quitté par Suzanne. Durant le procès, on a un événement qu'il faut vraiment retenir parce qu'il a marqué ce jugement et qui a complètement ébranlé la défense du docteur Hamilton. En effet, écoutez bien, la défense, je dis bien la défense, va appeler à la barre le docteur Tom Bevel, un médecin expert spécialisé en taches de sang. Lors de son témoignage, il confirme que les taches de sang retrouvées sur les vêtements de John correspondent bien à sa version des faits concernant ses tentatives de réanimer sa femme. Mais lors du contre-interrogatoire,
le procureur Lane, en charge de l'affaire, lui demande, tout à la fin, s'il a autre chose à ajouter. Et c'est à ce moment-là que le docteur Bevel, après un moment d'hésitation, prend tout le monde de court. Il affirme que le sang qui a été retrouvé à l'intérieur de la chemise de John prouve, selon lui, sans l'ombre d'un doute, que le docteur Hamilton a bel et bien battu sa femme à mort. Rendez-vous compte, à ce moment-là, un silence s'abat dans la salle du tribunal. Les jurés, le juge Elliott et la défense sont stupéfaits, complètement bouche bée. C'est de l'inédit. Le docteur Bevel, l'homme payé par John et ses avocats pour prouver son innocence, vient d'apporter une preuve de taille contre son propre client. C'est du jamais vu. Le docteur Bevel expliquera par la suite les raisons de ces déclarations inattendues qu'en tant que médecin, avec une grande conscience professionnelle, il se devait de révéler la vérité. Il dira aussi, je cite, « En fin de compte, vous prêtez serment de dire la vérité et cela l'emporte sur toute allégeance que je pourrais avoir à mon client. » Le procès s'est terminé sur ce dernier interrogatoire. Alors autant vous dire que sur tous les jours de procès, c'est vraiment cette dernière déclaration qui a fait l'effet d'une bombe et qui n'a pas joué en faveur de John que les jurés ont gardé en tête. Après plusieurs jours de procès, le jury se retire pour délibérer. Et c'est très rapide. En à peine 2 heures de délibération, le docteur John Baxter Hamilton est déclaré coupable du meurtre de sa femme au 1er degré, c'est-à-dire avec préméditation. Il est condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et d'après les dires du juge, le juge Ray Elliott, les jurés ont même fait part au cours des délibérations de leur frustration de ne pas avoir pu condamner le docteur Hamilton à la peine capitale tant le crime les a profondément choqués. Mais la peine de mort n'avait pas été réclamée par le procureur Lane, donc John y a échappé. Le juge Elliott condamne aussi John Hamilton à assumer le coût de son séjour en prison. C'est la première fois qu'une telle peine est appliquée en Oklahoma, même si elle est tout à fait légale. L'un des avocats de John, McMartin, juge que cette loi, je cite, est appliquée de manière discriminatoire, arbitraire et capricieuse parce qu'elle n'avait jamais été utilisée avant. Quoi qu'il en soit, la peine est appliquée et John est actuellement incarcéré à la prison de haute sécurité Dick Connor à Omini, en Oklahoma. C'est de cette façon que se termine la terrible histoire de Susan Hamilton en ce jour de Saint-Valentin qui a viré au cauchemar. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Si c'est le cas, je vous encourage à liker la vidéo, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Pensez-vous que le docteur Hamilton est vraiment coupable du meurtre de sa femme? Trouvez-vous que sa peine est juste? Et êtes-vous pour que les détenus paient les frais de leur séjour en prison? N'hésitez pas, donnez-moi votre avis et je vous répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, samedi 17h, pour une nouvelle affaire criminelle. N'oubliez pas de rester toujours sur vos gardes. Je vous dis à bientôt.